Il y a une quinzaine d'années, je feuilletais le cahier rouge et découvrant entre les pages la carte de visite du docteur de Meyendorff, je composai son numéro de téléphone, mais celui-ci n'était plus attribué. Le docteur n'était pas mentionné dans l'annuaire de cette année-là. Pour en avoir le cœur net, j'allai au 12 rue Ribera, et la concierge me dit qu'elle ne connaissait personne de ce nom-là dans l'immeuble. Ce samedi de juin, si proche des grandes vacances, il faisait très beau, et il était environ 2 heures de l'après-midi. J'étais seule à Paris, et j'avais la perspective d'une longue journée sans objet. Je décidai de me rendre à l'adresse de Seine-et-Marne, indiquée sur la carte du docteur. Bien sûr, j'aurais pu savoir par les renseignements si un Meyendorff habitait encore à Fossombrone et dans ce cas lui téléphoner, mais je préférais vérifier moi-même sur place. J'ai pris le métro jusqu'à la gare de Lyon, puis au guichet des lignes de banlieue, un billet pour Fossombrone. Il fallait changer à Melun. Le compartiment où je montais était vide, et moi presque joyeux d'avoir trouvé un but à ma journée. C'est en attendant sur le quai de la gare de Melun la Micheline pour Fossombrone que mon humeur a changé. Le soleil du début de l'après-midi, les rares voyageurs et cette visite à des gens que je n'avais vus qu'une seule fois 15 ans auparavant et qui avaient sans doute disparu ou m'avaient oublié, me causèrent brusquement un sentiment d'irréalité. Nous étions 2 dans la Micheline. Une femme d'une 60aine d'années, qui portait un sac à provisions, s'était assise en face de moi. Mon Dieu, quelle chaleur! Et j'étais rassuré d'entendre sa voix, mais surpris qu'elle soit si claire et qu'elle ait un léger écho. Le cuir de la banquette était brûlant, il n'y avait pas un seul coin d'ombre. « Nous arrivons bientôt à Fossombrone ?» lui ai-je demandé. « C'est le 3e arrêt. » Elle fouilla dans son sac à provisions et trouva enfin ce qu'elle cherchait, un portefeuille noir. Elle se taisait. J'aurais voulu rompre le silence. Elle est descendue au 2e arrêt, la Micheline a repris sa marche, et j'ai été saisie de panique. J'étais seule, désormais, je craignais que la Micheline ne m'entraîne dans un voyage interminable en augmentant au fur et à mesure sa vitesse, mais elle a ralenti et s'est arrêtée devant une petite gare aux murs beige de laquelle j'ai lu Fossombrone en caractères grenats. À l'intérieur de la gare, à côté des guichets, un kiosque à journaux. J'ai acheté un quotidien dont j'ai vérifié la date et lu les gros titres. J'ai demandé à l'homme du kiosque s'il connaissait une maison nommée Le Moulin. Il m'a expliqué que je devais suivre la rue principale du village et marcher encore tout droit jusqu'à la lisière de la forêt. Les volets des maisons de la grande rue étaient clos à cause du soleil. Il n'y avait personne et j'aurais pu m'inquiéter d'être seule au milieu de ce village inconnu. La grande rue se transformait maintenant en une très large allée bordée de platanes dont les feuillages laissaient à peine filtrer les rayons du soleil. Le silence, l'immobilité des feuillages, les taches de soleil sur lesquelles je marchais me donnaient de nouveau l'impression de rêver. J'ai consulté encore une fois la date et les gros titres du journal que je tenais à la main pour me rattacher au monde extérieur. Du côté gauche,
juste à la lisière de la forêt, un mur d'enceinte et un portail de bois vert sur lequel était écrit à la peinture blanche « Le Moulin ». Je m'écartai du mur d'enceinte assez bas et me plaçai de l'autre côté de l'allée de manière à voir la maison. Elle paraissait constituée de plusieurs corps de ferme reliés entre eux, mais sans plus rien de campagnard. La véranda, les grandes fenêtres et le lierre de sa façade offraient l'aspect d'un bungalow. Le parc, à l'abandon, était redevenu une clairière. Le mur d'enceinte faisait un angle droit et se prolongeait encore une centaine de mètres le long d'un chemin qui bordait la forêt et donnait accès à plusieurs autres propriétés. Celle voisine du moulin était une villa blanche en forme de blockhaus avec des baies vitrées. Elle était séparée du chemin par une barrière blanche et des massifs de Troène. Une femme qui portait un chapeau de paille tondait la pelouse, et j'étais soulagé qu'un bourdonnement de moteur rompe le silence. J'ai attendu qu'elle se rapproche de la grille d'entrée. Quand elle m'a vu, elle a arrêté le moteur de la tondeuse, elle a ôté son chapeau de paille, une blonde. Elle est venue ouvrir la porte de la grille. « Le docteur de Meyendorff habite-t-il toujours le moulin ?» J'avais eu du mal à prononcer les syllabes de cette phrase, elle résonnait d'une drôle de façon. La blonde me regardait d'un air surpris, ma voix, mon embarras, la sonorité de Meyendorff avait quelque chose d'incongru et de solennel. « Le moulin n'est plus habité depuis longtemps, m'a-t-elle dit. En tout cas, pas depuis que je suis dans cette maison. On ne peut pas le visiter ? Il faudrait demander au gardien, il vient ici 3 fois par semaine. Il habite Chailly-en-Bière. Et vous ne savez pas où sont les propriétaires ? Je crois qu'ils vivent en Amérique. » Alors, il y avait de fortes chances pour que ce fussent encore les Meyendorff. « La maison vous intéresse ? Je suis sûre qu'elle est à vendre. » Elle m'avait fait entrer dans son jardin et refermer la grille. J'écris un livre sur quelqu'un qui a habité ici et je voulais simplement reconnaître les lieux. De nouveau, j'ai eu l'impression que j'employais un ton trop solennel. Elle me guidait jusqu'au fond du jardin. Un grillage marquait la limite avec le parc à l'abandon du moulin. Il y avait un grand trou dans le grillage et elle me le désignait. C'est facile de passer de l'autre côté. Je croyais rêver. Elle avait une voix si douce, des yeux si clairs, elle se montrait si prévenante. Elle s'est rapprochée de moi et je me suis demandé brusquement si j'avais raison de rôder autour d'une maison abandonnée. De l'autre côté, comme elle disait. Au lieu de rester avec elle et de faire plus ample connaissance. « Pendant que vous allez visiter, vous ne pouvez pas me prêter votre journal ? » ?»« Avec plaisir. C'est pour voir les programmes de télévision. » Je lui ai tendu le journal. Elle m'a dit « Prenez tout votre temps et ne vous inquiétez pas, je fais le guet. » Je passais à travers le trou du grillage et je débouchais dans une clairière. Je marchais vers la maison. À mesure que j'avançais, la clairière laissait place à une pelouse en friche que traversait une allée de gravier. Le moulin offrait le même aspect de bungalow que du côté du portail. À gauche, le bâtiment se prolongeait par une chapelle dont on avait ôté la porte et qui n'était plus qu'une remise. Au rez-de-chaussée, les volets étaient fermés, ainsi que les 2 panneaux verts d'une porte-fenêtre. 2 grands platanes se dressaient à une dizaine de mètres, l'un de l'autre, et leur feuillage confondu formait un toit de verdure, qui m'évoquait le mail d'une ville du Midi. Le soleil tapait fort et leur ombre m'avait donné une sensation soudaine de fraîcheur. C'est bien là que la photo de Colette Laurent et des Meyendorff avait été prise par Janssen. J'avais reconnu les platanes, et vers la droite le puits à la margelle recouverte de lierre. Sur le cahier rouge, j'avais noté « Photo, les Meyendorff, Colette Laurent, à Fossombrone, ombrage, printemps ou été, puis… » date indéterminée. J'avais questionné Janssen pour savoir à quelle année remontait cette photo, mais il avait haussé les épaules.
Le bâtiment formait saillie vers la droite et les volets de l'une des fenêtres du rez-de-chaussée étaient ouverts. J'ai collé mon front à la vitre. Les rayons du soleil projetaient des taches de lumière sur le mur du fond. Un tableau y était accroché, le portrait de madame de Meyendorff. Dans le coin de la pièce, un bureau d'acajou, derrière lequel je distinguais un fauteuil de cuir, deux autres fauteuils semblables, près de la fenêtre. Des rayonnages de livres sur le mur de droite, au-dessus d'un divan de velours vert. J'aurais voulu entrer par effraction dans cette pièce, où s'était peu à peu déposée la poussière du temps. Janssen avait dû s'asseoir souvent sur les fauteuils, et je l'imaginais vers la fin d'un après-midi, lisant l'un des volumes de la bibliothèque. Il était venu ici avec Colette Laurent, et plus tard, c'était sans doute dans ce bureau que madame de Meyendorff faisait parler les morts. Là-bas, sur la pelouse, la blonde avait repris son travail, et j'entendais un bourdonnement de moteur paisible et rassurant. Je ne suis plus jamais revenu à Fossombrone. Et aujourd'hui, après 15 ans, je suppose que le moulin a été vendu et que les Meyendorff finissent leur vie quelque part en Amérique. Je n'ai pas eu de nouvelles récentes des autres personnes que Janssen avait conviées à son pot d'adieu. Au mois de mai 1974, un après-midi, j'avais croisé Jacques Besse, boulevard Bonne Nouvelle, à la hauteur du théâtre du Gymnase. Je lui avais tendu la main, mais il n'y avait pas prêté attention, et il s'était éloigné raide, sans me reconnaître, le regard vide, avec un col roulé gris foncé et une barbe de plusieurs jours. Une nuit d'il y a quelques mois très tard, j'avais allumé la télévision, qui diffusait une série policière anglaise adaptée du Saint de Leslie Charteris, et j'ai eu la surprise de voir apparaître Eugène Decker. La scène avait été tournée dans le Londres des années 60, peut-être la même année et la même semaine que celle où Decker était venu au pot d'adieu. Là, sur l'écran, il traversait un hall d'hôtel, et je me disais qu'il était vraiment étrange que l'on puisse passer d'un monde où tout s'abolissait à un autre, délivré des lois de la pesanteur, et où vous étiez en suspension pour l'éternité. De cette soirée rue Froidevaux, dont il ne restait rien, sauf de faibles échos dans ma mémoire, à ces quelques instants impressionnés sur la pellicule, où Decker traverserait un hall d'hôtel jusqu'à la fin des temps. Cette nuit-là, j'avais rêvé que j'étais dans l'atelier de Janssen, assis sur le canapé comme autrefois. Je regardais les photos du mur et brusquement, j'étais frappé par la ressemblance de Colette Laurent et de mon amie de cette époque, avec qui j'avais rencontré Janssen, et dont j'ignorais ce qu'elle était devenue, elle aussi. Je me persuadais que c'était la même personne que Colette Laurent. La distance des années avait brouillé les perspectives. Elles avaient l'une et l'autre des cheveux châtains et des yeux gris, et le même prénom. Je suis sortie de l'atelier, il faisait déjà nuit, et cela m'avait surpris. Je m'étais rappelé que nous étions en octobre ou en novembre, je marchais vers Denfert-Rochereau, je devais rejoindre Colette et quelques autres personnes dans une maison proche du parc Montsouris. Nous nous réunissions là-bas chaque dimanche soir. Et, dans mon rêve, j'étais certain de retrouver
ce soir-là, parmi les convives, Jacques Bess, Eugène Decker, le docteur Meyendorff et sa femme. La rue Froidevaux me semblait interminable, comme si les distances s'étendaient à l'infini. Je craignais d'arriver en retard. Est-ce qu'il m'attendrait? Le trottoir était tapissé de feuilles mortes, et je longeais le mur et le talus de gazon du réservoir de Montsouris, derrière lesquels j'imaginais l'eau dormante. Une pensée m'accompagnait, d'abord vague et de plus en plus précise. Je m'appelais Francis Janssen.